Désignation de Augustin Kabouya comme informateur, dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays, contrat chinois renégocié, débat au féminin en parle ce samedi avec Madame Léonie Kandolo, consultante indépendante, experte en genre, ressources humaines et gouvernance. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin qui reçoit pour vous une dame d'exception. Elle a été très active dans le comité laïque de coordination qui a fait bouger le pays avec ses manifestations pour exiger l'alternance politique en République démocratique du Congo. Elle a vécu en clandestinité depuis la veille de la marche des chrétiens du 31 décembre 2017. En 2019, elle a réapparu après l'entrée en fonction de Félix-Antoine Tshisekedi et a annoncé par la même occasion son départ du CLC. Madame Léonie Kandolo, consultante indépendante, experte en genre, ressources naturelles et gouvernance. C'est avec elle que nous allons faire l'émission d'aujourd'hui. Bonjour madame et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Madame Léonie Kandolo, vous avez été votre nom était vraiment très connu pendant cette période où le comité laïque de coordination faisait parler de lui. Fier du combat que vous avez mené, est-ce que nous avons aujourd'hui la RDC que vous avez rêvé en menant ce combat? Ce que je peux dire, c'est qu'on a atteint notre but dans le sens que nous nous sommes battus pour qu'il y ait des élections. Ça faisait 2 ans qu'on attendait les élections. Depuis 2016, elles ont eu lieu après notre combat. Il y a eu une alternance politique. Effectivement, le président Joseph Kabila a passé la main à M. Félix-Antoine Tshisekedi qui venait d'une autre mouvance politique que lui. Alors, si on est content de tout, vous savez, on ne change pas un pays en 5 ans ou en 10 ans. Mais je pourrais dire, par exemple, que depuis 5 ans, on n'a jamais eu de coupure d'Internet, même pas pendant les élections, ce qui est rare. On n'a plus entendu parler de charniers, ce qui est rare aussi. On n'a plus entendu des gens qui ont été en clandestinité comme nous. Donc, tout ça sont des avancées. Il y a eu des élections à la date prévue, même si les gens ne sont pas totalement satisfaits, mais elles ont eu lieu. Donc, je crois que les choses évoluent. Ah, il y a aussi une chose très importante pour moi, c'est l'acceptation par la communauté internationale que nous sommes attaqués par le Rwanda. Donc, pour moi, c'est un très grand pas en avant. Parce qu'on a toujours l'impression que cette guerre a commencé maintenant. Non, c'est une guerre qui date de plus de 25 ans. Et enfin, la communauté internationale accepte que c'est une guerre financée par le Rwanda, que le M23, ce sont des Rwandais. Et moi, je crois que ce sont de très grandes avancées. Fier de votre combat, mais nous allons plus rester sur l'actualité, madame, qui reste dominée par les 2 arrêts de la Cour constitutionnelle rendus publics jeudi. Le premier rejetant les requêtes des candidats aux législatives nationales dont les suffrages ont été annulés par la CENI et la requête du gouvernement sur le cumul des fonctions ministérielles et le mandat électif, requête qui avait été déposée par le Premier ministre. On va commencer par le rejet de la requête du gouvernement introduite par le Premier ministre. Qu'est-ce qui peut avoir motivé le gouvernement à saisir la Cour constitutionnelle pour avoir interprétation de la loi, pour qu'il puisse être en même temps député et en même temps assurer les affaires courantes comme membre du gouvernement? J'oserais pas dire que c'est de la gloutonnerie. Je crois que c'est un peu ça, parce que constitutionnellement, ce n'est pas possible. À partir du moment où vous êtes élu député, vous ne pouvez plus siéger au gouvernement. C'est la Constitution, et je crois que en tant que membre du gouvernement, en tant que Premier ministre, il doit nous donner l'exemple. Donc, c'est-à-dire que c'est bien que la Cour constitutionnelle ait rejeté cette demande. Mais maintenant, il faut aussi qu'elle soit appliquée, parce que malgré qu'il y a eu cette décision de la Cour, ils sont tous à Indaba, en Afrique du Sud, pour représenter le Congo en tant que Premier ministre. Donc, il y a quand même toujours 2 poids 2 mesures. Il faut plus de fermeté quand des décisions sont prises.
Et en principe, ces ministres et députés sont obligés de faire le choix entre Parlement et gouvernement. C'est ce vendredi que les commissions doivent terminer leur travail au niveau de l'Assemblée nationale, le travail sur l'examen de dossiers pour la validation des mandats. Et personne d'entre eux ne sait si elle sera reconduite ou pas. Il n'y a aucun membre du gouvernement. Est-ce que ce sera facile pour eux de faire le choix ou de se décider finalement? Bon, je crois que quelque part, il faut savoir ce que l'on veut. Quand on se présente comme député, c'est parce qu'on se sent une vocation pour améliorer une province, un territoire. Alors, si vous êtes là pour améliorer ce territoire, vous avez sollicité les électeurs pour qu'ils vous choisissent. Ils attendent aussi de vous quelque chose. Pas que dès que vous arrivez là-bas, vous désistez pour un autre poste. Surtout que souvent, vous n'avez pas laissé en place comme suppléant quelqu'un qui maîtrise la politique comme vous ou qui maîtrise le territoire. Parce que souvent, les suppléants sont les épouses, les enfants, les frères, etc. Donc, quelque part, j'estime que ils flouent un peu leurs électeurs. Parce que quelque part, l'électeur vous choisit, mais vous ne choisissez pas d'aider l'électeur qui vous a choisi. Donc, je me pose quand même des questions par rapport à cela et par rapport à ce que devrait être le comportement de ces députés. Mais je crois qu'il y a déjà un député d'ailleurs qui s'est désisté. C'est le gouverneur du Congo central qui s'est directement désisté pour son épouse. Donc, on attend les autres. On attend certainement la semaine qui va commencer de voir qui vont décider de rester au gouvernement ou d'aller au Parlement. Ou je pense que tous ils vont d'abord rester au Parlement dans un premier temps parce qu'il ne faut pas courir la proie pour l'ombre. Hein. Quand vous n'avez que l'ombre, il faut attendre d'avoir la proie pour quitter parce que de toute façon, si vous restez au Parlement, si vous êtes nommé ministre ou si vous êtes nommé ministre, vous quittez votre siège au Parlement et vous allez au gouvernement. Donc vous ne pouvez pas faire les deux. Donc je crois que la sagesse voudrait qu'ils soient tous d'abord députés, à part le gouverneur Badou qui a directement démissionné, mais les autres, ils vont rester en fonction, je suppose. La Cour a également rejeté les requêtes des candidats députés nationaux dont les suffrages ont été annulés par la CENI. Comment avez-vous accueilli cette décision de la Cour constitutionnelle? Écoutez, je l'ai accueilli avec satisfaction parce que si la CENI a dit quelque chose qui s'est réellement passé, comment voulez-vous, quand on vous a attrapé sur le fait, parce que c'est quand même des faits de tricherie, des faits où vous n'avez pas respecté la loi électorale, vous n'avez pas respecté la Constitution, et vous souhaitez quoi? Qu'on vous pardonne? N'oubliez pas quand même qu'il y a 3 ministres en fonction qui étaient concernés, plusieurs gouverneurs, des députés et des sénateurs. Donc si ces gens qui doivent nous servir d'exemple se lancent dans la tricherie, se lancent dans la subordination de personnes pour qu'elles votent pour eux, qu'elles prennent des machines, moi je crois que la sanction doit même aller au-delà de ce qu'a dit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, elle les a déboutés. Mais à mon avis, ils doivent être poursuivis. Vous pensez qu'il faut aller au pénal? Ah oui, pour moi, ils doivent être poursuivis en justice et avoir interdiction de se présenter à des élections au moins pendant 5 ou 10 ans. Mais parce qu'il y a déjà des élections au 28 avril ici, notamment pour Yakomae Massimani. Est-ce qu'on ne craint pas de voir, par exemple, les candidats issus de ces circonscriptions concernés par ces arrêts se représenter parce que au finish, il n'y a pas une condamnation? Écoutez, si la CENI, est-ce que la CENI d'abord va accepter qu'il se représente? C'est aussi ça qu'il faut voir. Je ne sais pas ce que dit la CENI, mais moi, à mon avis, là c'est mon avis personnel, ce sont des gens qui doivent être poursuivis en justice, sanctionnés, avec interdiction de se présenter à des élections au moins pendant 5 ans. Donc en 2028, normalement, ils ne peuvent pas se présenter, à mon avis. Et ceux qui occupent encore, continuent d'occuper des postes de responsabilité, notamment les chefs d'entreprise qui continuent travailler normalement. On a quelques gouverneurs qui, après suspension, ont été réhabilités. On a également les membres du gouvernement qui, on l'a appris, ne participent plus au Conseil des ministres. Ces personnes, par élégance, ne devraient-elles pas
démissionner par élégance et pour leur honneur? Pour leur honneur, ils devraient démissionner parce que quand on vous prend la main dans le sac, excusez-moi, mais il y a très peu de façons de dire que ce n'est pas vrai. J'ai vu dans les Twitter des uns et des autres, c'est Dieu qui est omnipotent, qui est omniscience, il n'y a que Dieu qui va nous juger. Mais en attendant, nous sommes tous sur terre et c'est la justice des hommes qui nous juge. Par élégance? Par élégance, il faudrait démissionner. Mais est-ce qu'en RDC, on démissionne? C'est ça la question. Et si ça ne vient pas, est-ce que ça serait justice que de voir des gens organiser des actions pour exiger leur départ? Je pense que ce serait justice, mais ce serait vraiment poussé très très loin. Hein, ce serait vraiment poussé très très loin, l'ignominie, je dirais presque, parce que vous avez été pris la main dans le sac. Ce n'est pas que il n'y a pas de preuves. Autrement, la CENI ne pouvait pas avancer des choses. Donc, à partir du moment où vous avez fait une faute, reconnaissez-la. Comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais c'est pas parce qu'on pardonne qu'on ne sanctionne pas. Le pardon n'exclut pas la sanction. Avec cet arrêt de la Cour, on se rend compte que la CENI avait raison de dire qu'il y a eu effectivement tricherie. Absolument. Parce que personne n'a été lavé, mais est-ce que les arrêts ou l'arrêt de la Cour vient quand même laver ce processus électoral de toutes les accusations de fraude? Est-ce qu'on sent la volonté de sanctionner les auteurs de ces fraudes dénoncées? Bon, en tout cas, ceux-là, oui. Les autres, il faut prouver la fraude. Parce que, vous savez, la fraude, c'est bien de dire, mais il faut prouver la fraude. Et il y a beaucoup aussi qu'on parle de fraude parce que la loi a été mal comprise. Avec les deux seuils, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Mais le problème, c'est que nous avons un système électoral qui est très compliqué, avec deux seuils, un système qui maintenant a mis vraiment l'impossibilité aux indépendants qui sont reconnus dans les communautés de se présenter. Disons qu'on peut dire que le système électoral actuel a été confisqué par les partis politiques et que les indépendants n'ont plus la capacité de se présenter. Or, en 2006, nous avions vu quand même qu'il y avait des indépendants qui avaient émergé, et ce sont des gens qui sont reconnus par la communauté et qui travaillent et qui vivent dans la communauté. Donc, je crois que ça, c'est un petit peu dommage. Peut-être qu'on va essayer de faire des plaidoyers et des lobbying pour que ces choses-là puissent changer et qu'on puisse laisser la chance aux indépendants de servir leur pays également au niveau de la députation nationale. La majorité d'entre eux sont issus de l'Union sacrée. Est-ce qu'on ne craint pas que cette décision vienne davantage fragiliser cette Union sacrée? Quelle décision? De la Cour constitutionnelle, écoutez, rejetant les arrêts, rejetant les requêtes des candidats qui pensaient peut-être qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, ils allaient être repêchés. Écoutez, ce n'est que 82 personnes sur 24 000 qui étaient candidats. Donc, ça ne change pas vraiment les résultats. Ça ne va pas créer des frustrations? Des frustrations, les Congolais en vivent tous les jours. Hein. Donc, pour une fois que la frustration vient du côté de ceux qui ont le pouvoir, je ne pense pas, ou qui l'avaient, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de mal. L'actualité, c'est également la désignation d'Augustin Kabouya comme informateur chargé d'identifier la majorité parlementaire. Est-ce qu'il aura la tâche facile après ces semaines mouvementées qu'on a eues au niveau de l'Union sacrée, avec ces attaques à peine voilées entre le camp Bahati, le camp Bosso, après l'organisation de cette réception en l'honneur des élus âgés de moins de 50 ans. Bahati Lukwebo a trouvé en cela une tentative de débauchage. Côté Mbosso, on se justifie, c'est pas le débauchage. Finalement, comment vous avez analysé tout ça et est-ce que l'informateur aura la tâche facile avec ces fissures qui se font voir au sein de l'Union sacrée? Les informateurs n'ont jamais la tâche facile. Mais il est certain que si Augustin Kabouya, l'honorable Augustin Kabouya, puisqu'il est député maintenant, a eu cette tâche, c'est d'abord parce que l'UDPS est le parti qui a le plus de sièges. Donc, constitutionnellement, ça se comprend. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un que Félix-Antoine Tshisekedi, le chef de l'État, considère comme un fidèle. Donc, c'est un fidèle, quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Et c'est important
pour lui, pour construire cette majorité parlementaire, surtout avec tous les mouvements que nous avons vus tous de création de plateformes, au sein de l'Union sacrée pour représenter le plus de députés possible. C'était une façon un peu de ces plateformes, je dirais maladroites, de tordre le bras au chef de l'État pour le forcer à choisir un Premier ministre. Et je crois que ça, il ne le veut pas. Donc, en choisissant cet informateur, il peut avoir la conscience tranquille qu'il va choisir les groupes par rapport à la vision du chef de l'État, en respectant les provinces, en respectant les représentativités. Je crois qu'il y a tout un équilibre à faire. Mais moi, j'irai un peu plus loin, peut-être, en disant que on va former la majorité. C'est vrai que le Premier ministre doit venir de la majorité, c'est constitutionnel. Mais je voudrais que le chef de l'État ait un regard particulier en dehors des partis politiques. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été élu à 73% des voix. Il a été plébiscité par le peuple congolais que nous sommes. Donc, ce n'est pas les partis politiques qui l'ont plébiscité à 73%. C'est nous, la population. Donc, je pense qu'il est important pour le chef de l'État de regarder à des technocrates, à des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, pour les intégrer dans son gouvernement. Parce que, comme il l'a dit, il ne veut pas les erreurs du passé, mais je crois qu'il doit évaluer chaque ministre qu'il a eu. Est-ce qu'ils ont atteint les objectifs? Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de ministres, « Ah, on me fait ceci parce qu'on ne veut pas que je sois reconduit. » Pourquoi? Nous devons avoir la même équipe reconduite. Pourquoi? Ça n'a pas vraiment de sens. On reconduit si vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'y en a pas qui ont atteint les objectifs qui leur ont été assignés? Je ne pense pas lesquels. Si vous me le dites, je vais dire oui, ils ont atteint les objectifs qui leur ont été assignés. Je ne connaissais pas les objectifs qui leur ont été assignés. Mais pour la plupart, est-ce qu'il y a eu un changement réel dans la vie des citoyens? Parce que c'est ça qu'un gouvernement doit faire. Bon, on a quand même le PST avec la gratuité de l'éducation, l'agriculture, la relance de l'agriculture. Est-ce que... Ça, ce sont des choses que je mets sur le compte du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a lancé la gratuité de l'enseignement. Bon, maintenant, c'est vrai que ça fait 5 millions d'enfants qui sont à l'école, mais est-ce que la planification a totalement bien réussi partout? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, parce que le chef de l'État, il vient avec une vision, et les autres doivent mettre sa vision en œuvre. Alors, est-ce que toutes ces visions ont été bien mises en œuvre? C'est ça la question qu'il doit se poser pour rechoisir, pour renommer d'autres ministres. Quand je vois, par exemple, des ministres qui sont impliqués dans la tricherie, c'est quelque chose de terriblement grave. 3 ministres en fonction, dont une vient même de la société civile. Excusez-moi, mais c'est quelque chose de très grave. Quoi, elle a beaucoup été dans la société civile, puis elle est partie dans les partis politiques. Ce sont des choses très graves. Ce sont des choses très graves. Donc, je pense que, vu l'état où est notre pays, il faut aller vers des technocrates. Bien sûr, les partis politiques doivent être représentés, mais le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire pour nommer des technocrates, pour nommer des gens qui ne sont pas des politiques, pour nommer des femmes et pour respecter peut-être même le quota des femmes de 30%. Mais est-ce qu'on doit toujours sortir le Premier ministre du Parlement et les ministres du Parlement comme c'est de coutume depuis quelque temps? Disons qu'on dit que le Premier ministre sort de la majorité. De la majorité, mais est-ce qu'il doit être député national? Je ne pense Forcément. pas. Non, je ne pense pas que cela est dit. Je ne pense pas que cela est dit parce que je ne pense pas que Samalou Condé était député. Il n'était pas député. Mais est-ce que les membres du gouvernement doivent être issus de l'Assemblée nationale? Absolument pas. Irène Essambo n'était pas de l'Assemblée. Rose Mutombo n'était pas députée. Il y en a plusieurs qui n'étaient pas députés. Comment elle s'appelle? Nana n'était pas députée. Oui, donc il y en a plusieurs. Non, ils ne doivent pas spécialement venir être des députés. Et c'est pour ça que j'insisterai aussi sur le fait, peut-être là je suis en train de déborder, qu'il ne faut pas de cumul. Un député, il est député, il ne doit pas être mandataire en même temps. Un ministre, il est ministre. Mais il se cache derrière PCA. Mais oui, mais ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas assez de gens formés dans le Congo pour qu'un député, d'ailleurs qui a un salaire
très importants doivent aussi toucher un salaire de PCA. Est-ce que vous trouvez que c'est équilibré? Ce n'est pas équilibré. Mais c'est ceux-là qui envoient les noms pour proposer des personnes à des postes qu'il faut blâmer, ou c'est qui qu'il faut blâmer? Moi, je crois que c'est celui qui fait le contrôle. Le chef de l'État a des équipes qui vérifient quand même. Parce que c'est pas normal. Quand quelqu'un est député, on te nomme encore PCA, on te nomme encore DG, on te nomme... Ce n'est pas normal. D'abord, comment vous allez cumuler ces deux fonctions? Vous êtes à la fois député et vous êtes à la fois DG. Donc, qui va contrôler qui? Non, mais déjà, qui va contrôler qui? Et puis, pendant les sessions parlementaires, vous arrêtez votre travail de DG. Vous arrêtez votre travail de mandataire. Est-ce que vous trouvez que ça va ensemble? Et puis, qui va contrôler qui? Le Parlement est là pour contrôler le gouvernement et les mandataires. Mais si vous êtes à la fois mandataire et législateur, vous faites comment? Madame Léonie Kandelo, formation du gouvernement, ça c'est pour bientôt parce qu'on a déjà l'informateur, Monsieur Augustin Kabouya qui travaille. Vous avez dit que le président peut regarder, chercher à piocher ailleurs que chez les politiques pour nommer son Premier ministre, pourquoi pas les membres du gouvernement. Pensez-vous qu'il y en a parmi ceux qui ont eu à travailler qui méritent quand même de revenir? Écoutez, certainement, mais pour que je puisse me prononcer là-dessus, il faudrait que je puisse connaître les objectifs qui leur étaient fixés. À partir du moment où je ne connais pas les objectifs qui leur étaient fixés, je ne peux pas savoir s'ils les ont atteints. Donc, pour moi, c'est très difficile, mais moi, je pense qu'il y a tellement d'intelligence dans ce pays que, quelque part, on peut essayer une autre équipe. N'est-ce pas? Parce que, vous savez, il faut un renouvellement de la classe politique, parce qu'on doit peut-être avoir de nouvelles approches, des approches qui sont plus basées sur la planification, basées sur l'agriculture, parce qu'on ne peut pas développer un pays sans agriculture, parce que vous devez nourrir votre pays. Vous voyez, les grandes manifestations que vous voyez en France, c'est parce que la France était un des plus grands pays agricoles d'Europe. N'est-ce pas? Les guerres qu'il y a avec l'Ukraine, avec la Russie, c'est le blé. Donc, en fin de compte, moi, je crois que l'Afrique doit trouver ses propres paradigmes de développement. Vous voyez? Avec la pêche. Les poissons meurent de vieillesse dans nos rivières et dans nos lacs. Mais quand vous voyez des pêcheries industrielles qui s'installent, ce ne sont pas des pêcheries congolaises, ce sont des Chinois, ce sont des Indiens, bon, en tout cas des Chinois certainement. Je n'ai rien contre les Chinois, bien sûr, mais... Mais le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Pêche ne pense pas à ouvrir une pêcherie pour la République démocratique du Congo ou... Par exemple. Est-ce qu'ils pensent à... On en a entendu parler, mais non, jamais matérialisé. C'est les femmes kimbanguistes qui ont acheté des bateaux de pêche en grande mer. Mais si des femmes kimbanguistes achètent, qu'est-ce qui empêche au gouvernement d'acheter? Ça, je ne sais pas. Mais c'est pour vous dire justement que tous ces ministères existent. Mais maintenant, comme moi, je ne connais pas leurs termes de référence ni les objectifs qu'ils devaient atteindre. Mais en tout cas, dans l'agriculture, il y a quand même un problème, puisque on importe du riz, on importe tout, quasiment. Or, moi, je me rappelle, dans la jeunesse, il y avait l'oswabumba, que tout le monde mangeait. Il y avait les grands élevages, de Kundelungu, de plein d'endroits. Et même, à l'époque, avec les peaux des animaux, Bata faisait des chaussures. Donc, vous voyez que toutes ces choses existaient. Donc, c'est possible. Il ne faut pas se lancer dans des choses comme les Bukangalonzo. Non. Aider les petits paysans. Encadrer les petits paysans. Il y avait un très bon programme de la BAD qui a fait ça pendant 2 ans. Quand les programmes sont terminés, le gouvernement aurait dû reprendre. Parce que si vous avez 1 million de paysans qui produisent sur 2 hectares, mais ça vous fait combien de tonnes de maïs ou de manioc? L'évacuation pose également problème. Mais justement, avec les routes qui vont être construites, on va aider. Et puis le chemin de fer qui doit reprendre. Moi, je me rappelle, j'ai vécu au Katanga il y a longtemps, mais quand il y avait les campagnes de maïs, c'était quelque chose de formidable. Les gens allaient prendre des crédits à la banque, on n'achetait pas le maïs de Zambie à l'époque. Il y avait les minoteries, tout était sur place. Et puis, il y a eu des problèmes avec le chemin de fer, il y a eu ce genre de problème. Les récoltes ont pourri en gare 1 année.
La deuxième année, puis les gens se sont désintéressés. Mais nous avons une terre fertile, une terre arable, avec de l'eau partout. Donc, ce n'est pas impossible à faire. Regardez même rien qu'autour de Kinshasa. Quand vous quittez le centre-ville de Kinshasa, vous arrivez à Bombolumene. Vous êtes toujours dans Kinshasa. Hein? Vous arrivez à Mbankana. Vous êtes toujours à Kinshasa. Ce sont des étendues de terre où il n'y a rien. Mais vous allez voir ferme X, ferme Y, ferme Z. Oui, mais il n'y a rien. Donc, on devrait saisir. Par exemple, quand vous êtes au Cameroun, vous quittez Douala, vous allez à Kribi. Toute la route, il n'y a que des plantations. Si c'est 200 km de route, je ne sais plus très bien, mais en tout cas, c'est une longue route pour arriver à la plage. Mais il n'y a que des plantations. Le problème chez nous, c'est que quand il y aura de l'argent pour ça, ce sont de nouveau les autorités qui vont s'en accaparer. Tracteur et commis à Bango. Semence et commis à Bango. Or, eux, ce n'est pas leur profession. Il faut que chacun reste dans sa profession. Mais madame, il ne se pose pas un problème du profil même des animateurs qu'on place à la tête de ces ministères-là? Mais c'est ce que je vous dis. À partir du moment, c'est là que je dis, il faut chercher la compétence et pas le militantisme. Chercher la compétence et pas le militantisme. Et là, prenez des technocrates. Pour certaines choses, il faut des technocrates. Il faut des gens qui connaissent la planification, comment on travaille dans ce secteur-là. Quand vous mettez un médecin à l'agriculture, un juriste à l'agriculture, vous vous attendez à quel résultat? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui nomme les gens. Moi, je n'ai jamais nommé personne, donc je ne peux pas répondre à votre question. Moi, je vous dis qu'il faut mettre des gens compétents. Respecter les compétences de chacun. Je ne dis pas qu'un médecin doit spécialement être au ministère de la Santé. De la Santé, non. Mais il y a l'administration pour ça. Voilà, mais avec une administration pas très bien équipée, avec des gens démoralisés, on s'attend à quoi? Écoutez, normalement, les secrétaires généraux au Congo sont très compétents. Hein. Les secrétaires généraux des administrations sont des gens, en général, très compétents. Ce sont vraiment les mémoires, les dictionnaires de leur ministère. En général, avec eux, vous n'avez pas de problème. Donc, il faut aussi que les ministres s'appuient sur eux pour mieux travailler et acceptent aussi les conseils, parce que travailler avec les gens, il faut accepter. Vous savez, le vrai problème que nous avons en RDC, en général, quand on nomme quelqu'un, il devient ministre, il est persuadé qu'il a la science infuse. Donc, qu'il ne peut plus recevoir un conseil de personne. Et c'est ça le danger. Parce que, normalement, dans un cabinet, le conseiller du ministre, il doit savoir plus que le ministre, parce que normalement, quand vous allez en Occident, les conseillers sont des professeurs d'université, sont des technocrates et tout et tout. Mais si vos conseillers sont vos petits frères, vos cousins... Et s'ils sont imposés par le parti? Dans le parti, donc vous devez chercher des partis où il y a des technocrates. C'est pour ça que je dis, il y a certaines choses, il faut nommer des technocrates. Il faut les nommer. Donc, je crois que toutes ces choses-là, on doit les réfléchir. On doit réfléchir là-dessus et voir comment corriger, mais on n'a aucun parti ni regroupement au sein de l'Union sacrée qui a atteint la majorité. Vous ne pensez pas que ceux qui sont en train de se réunir en petits regroupements espèrent peut-être créer un grand nombre pour avoir quand même des postes considérables? Non, c'est ça l'objectif, de créer au moins 251 voix pour pouvoir voter et gagner les votes. Bon, maintenant, vous êtes déjà député. Pourquoi êtes-vous député si votre objectif n'est pas d'améliorer? Parce que quand vous êtes allé sur le terrain, vous avez dit, moi, je viens améliorer vos conditions de vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. Est-ce que c'est logique d'abandonner des gens qui ont cru en vous pour vous dire « Ah non, maintenant, moi, je préfère devenir ministre ». Parce que c'est l'impression qu'ils nous donnent. Hein. C'est comme si le gouvernement attire plus que le Parlement pour lequel ils ont battu campagne, pour lequel ils ont été élus. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que le pouvoir le plus puissant, c'est le pouvoir législatif. Et je crois que vraiment nos députés, financièrement, sont vraiment gâtés. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent envier quelqu'un du gouvernement. D'abord, quand vous êtes député, vous y êtes pour 5 ans. C'est au moins sûr. Donc, quelque part, vous pouvez aussi vous faire remarquer par des lois qui vont changer la vie des citoyens, par votre implication. On voit des jeunes femmes comme Christelle Voanga qu'on voit dans toutes les actions en mouvement. On a vu des députés très actifs.
Donc, il est très possible d'être député et d'être visible. Maintenant, ils veulent être ministres peut-être pour les honneurs. Mais je crois qu'à ce niveau-là aussi, on doit avoir une réflexion sur comment baisser le train de vie de l'État. Parce qu'il n'est pas possible que 80% du budget continue à aller rien que dans les salaires des fonctionnaires globalement et de l'État. Vous pensez qu'il faut quand même réduire le nombre des postes ministériels? Bon, là, je vais vous dire, je ne sais pas exactement parce que ça dépend comment on choisit les gens. Hein, mais c'est vrai qu'on a des gouvernements où il y a beaucoup de monde. C'est parce qu'on essaye de faire plaisir à tout le monde. On veut faire plaisir à tout le monde. On éclate des ministères. Or là, ça devrait arrêter d'être le cas. Moi, je crois que dans les nominations, nous devons aller plus vers l'expertise et la compétence que vers le militantisme. Hein, le militantisme, c'est normal quand on est dans les partis. Mais est-ce que c'est avec ça que vous allez construire le pays ? C'est ça qu'on doit se dire. On construit le pays avec l'expertise, avec la compétence. Madame, on a également cette situation à l'est de la République démocratique du Congo qui se dégrade depuis un certain temps, depuis quelques jours. Il y a eu des affrontements, des bombes qui sont tombées à Goma. D'autres n'ont pas fait des victimes jusque-là. Il y a les rebelles qui attaquent, les forces armées qui essayent de les contenir. La République démocratique du Congo reste campée sur sa position, pas de négociation avec l'ennemi. Les États-Unis demandent qu'on négocie. Et entre-temps, sur le terrain, on assiste à cette mobilisation des Congolais pour exiger la fin de la guerre. On a vu des manifestations être organisées en Occident par les Congolais. On a vu ici à Kinshasa des manifestations être déjà organisées au niveau de l'ambassade des États-Unis. D'autres manifestations sont projetées pour la semaine prochaine. Est-ce que ces mouvements de pression peuvent changer la donne? Bien sûr, ils vont changer la donne. Vous savez, moi, j'ai dit souvent, les Congolais, on est d'accord sur rien, sauf sur les frontières du Congo. On est d'accord sur rien. Hein, on n'est pas d'accord sur la politique, on n'est pas d'accord. Mais quand il s'agit de l'intégrité du territoire, alors là, nous sommes tous debout comme un seul homme, ou comme une seule femme, ou comme hommes et femmes. Nous sommes debout. Et je pense, et j'ai la certitude que le peuple congolais ne veut pas aller à la négociation. Nous sommes tous derrière le chef de l'État pour dire non à la négociation. On va négocier quoi? Quelqu'un vient dans ta maison, hein, et je m'installe dans le salon. Et puis maintenant, tu vas négocier avec moi pour me faire sortir du salon. Tu attends que j'aille dans la cuisine? Non, tu vas te dire non, s'il te plaît, comment on va s'entendre? Je te donne 2 fauteuils. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut les bouter dehors et je crois que le chef de l'État vraiment s'investit dans ce sens-là. On a vu l'armée rééquipée, on a vu un ministre de la Défense très dynamique qui est d'ailleurs à Goma aujourd'hui et qui va inspecter et qui s'y connaît un petit peu dans la matière. Moi, je pense qu'il est important de dire non à la négociation. Les gens veulent négocier pourquoi? C'est la guerre du coltan, c'est la guerre, les gens veulent venir prendre nos richesses. Qui est d'accord qu'on vienne piller ses richesses? Qui? Personne. Personne. Là, je vais vous dire que vraiment, là, on peut m'expliquer n'importe quoi, mais on ne doit pas négocier. On ne doit pas dialoguer. Mais est-ce qu'on est en mesure de lancer les offensives, de déclarer la guerre et pourquoi on ne le saurait pas? Parce que le porte-parole du gouvernement a récemment dit qu'on n'était pas présentement en mesure de déclarer la guerre parce que les institutions sont en train d'être mises en place. Oui. Mais sur le terrain, entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Mais sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont positives. Vous savez, moi, ce qui me surprend beaucoup avec les Congolais, c'est que quelque part, tout ce qui est négatif contre notre pays, nous l'écrivons. Allez dans les sites des Ukrainiens. Jamais vous ne verrez un Ukrainien dire du mal de son armée, dire qu'ils ont perdu un terrain même quand ils l'ont perdu. Moi, je crois que nous devons avoir un patriotisme beaucoup plus agissant. C'est le patriotisme qui manque aux Congolais. Non, qui est en train de revenir. Non, je pense que c'est parce qu'on est tellement infiltré et qu'on n'est pas arrivé à extirper. Dans l'armée, il y a des infiltrés. Moi, je crois qu'on doit sanctionner. Vous savez, je me rappelle à un moment que le président Mbosso avait dit qu'il connaît les gens qui sont dans le Parlement et qui soutiennent les groupes armés qui nous font du mal. Mais
quand vous faites une telle déclaration, normalement, vous êtes obligé de citer les gens. Mais on a laissé passer et l'équipe a passé simple. Et l'équipe a passé simple. Ce n'est pas normal. Ces gens, pour moi, doivent être arrêtés, sanctionnés. Et je crois que dans des cas de tous les infiltrés, on doit pouvoir lever le moratoire de la peine de mort. Parce que ces gens doivent être exécutés. Parce qu'à cause d'eux, des millions de Congolais meurent. Des millions de Congolais meurent depuis des années. À cause de votre cupidité, parce que le Rwanda vous a promis... C'est pas normal. C'est pas normal. Mais eux qui veulent négocier, c'est pour négocier leur retour dans l'armée? C'est pour négocier quoi exactement? Parce que des précédentes négociations, nous avons eu leur intégration dans l'armée, nous avons eu la transformation de leur mouvement en mouvement politique. Aujourd'hui, ils veulent négocier pour aboutir à quoi? Mais ça, il faut demander aux Occidentaux qui les soutiennent. Regardez la Pologne qui dit officiellement qu'elle va donner des armes, qu'elle va donner un soutien armé au Rwanda. Normalement, l'ambassadeur de Pologne devrait être convoqué chez le ministre des Affaires étrangères. Le ministre des Affaires étrangères qui a condamné... Oui, qui l'a condamné, mais il doit convoquer l'ambassadeur et peut-être même le foutre dehors. Parce que si quelqu'un arme ton ennemi, il est chez toi, tu dois faire quoi avec lui? Mais la RDC ne doit pas, de son côté, se réorganiser pour mieux faire face à l'ennemi. C'est ça que je te dis. Pour mieux s'organiser, il faut arriver à retirer tous les infiltrés. Tous les infiltrés. Hein, il y a beaucoup d'infiltrés et dans l'armée et partout. Il faut les voir, il faut les trouver, il faut les juger, il faut les condamner. Des gens... Mais c'est facile de retrouver ces infiltrés, madame, quand on sait qui est venu de quel groupe armé. C'est pas facile. Vous savez, ça, je ne pourrais pas vous dire vraiment comment ça se passe dans l'armée, mais déjà, à partir du moment où on a fait les brassages, on s'est retrouvés, les gens. Mais c'est un travail de longue haleine, certainement. Regardez maintenant un monsieur comme Nanga, qui prend les armes contre son pays. Ce qui est plus grave, c'est qu'il a dirigé, présidé une institution d'appui à la démocratie. Et vous qui avez dirigé une institution d'appui à la démocratie, vous prenez les armes, ce qui est totalement antidémocratique, pour attaquer votre pays et tuer vos frères. Moi, c'est surtout ça mon problème. C'est que tous ces gens tuent leurs frères. Il y a des millions de Congolais qui sont morts par la cupidité d'autres Congolais. C'est inacceptable. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour que les choses changent? La volonté politique forte, avec des sanctions fortes. Comme je dis, levez le moratoire de la peine de mort, prenez tous ces gens, fusillez-les sur la place publique. Les gens vont se calmer. Alors, on va parler d'un sujet un peu beaucoup plus social, madame. C'est cet accord RDC-Chine que vous connaissez très, très bien, renégocié. Qu'est-ce qui change? Quelles sont les nouveautés et comment la population va en bénéficier? Les deux grands changements, c'est d'abord qu'il y aura plus de Congolais à des hauts niveaux dans la SICOMIN, parce qu'ils sont actionnaires, mais maintenant, on va ajouter plusieurs Congolais à des postes de haute responsabilité. Et ce qui change également, c'est les 7 milliards dont le chef de l'État a parlé, je crois, dans son discours d'investiture. Alors, c'est vrai que c'est un avenant qui n'est pas encore signé. On doit bien se mettre d'accord que le document n'est pas encore signé, mais sûrement il va l'être, mais il faudra l'analyser après signature. Les 7 milliards, moi, quelque part, bon, je suis très contente, bien sûr, parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu, mais quelque part, j'ai un petit souci par rapport à la mise à disponibilité de cet argent, parce que ce n'est pas 7 milliards qu'on nous donne comme ça. C'est-à-dire que la SICOMIN va donner 324 millions de dollars chaque année, sauf cette année-ci où elle donnera 620 millions de dollars. Mais si vous calculez, ça veut dire que ça va durer pendant 20 ans. Ce n'est plus 15 ans? Non, 15 ans, ça fait 15 ans que la SICOMIN travaillait ici. Maintenant, c'est 20 ans, parce que si vous divisez 324 par 7 milliards par an, donc avec les 600 millions de cette année, ça veut dire 20 ans. Mais le président Félix Tshisekedi ne sera plus là. Est-ce qu'à son départ, ce contrat pourra continuer? Il ne sera peut-être pas modifié aussi par ceux qui viendront après. Donc, pour moi, tout ça, ce sont des questionnements.
Alors, en plus, les 620 millions qui vont être donnés cette année, comment vont-ils être gérés? Parce que cet argent est mis à disposition pour construire les routes. Mais le problème, c'est qui va gérer cet argent, qui va gérer les appels d'offres et qui va faire l'évaluation et le contrôle des sociétés qui vont construire ces routes. Avec la rencontre que vous avez eue avec l'IGF, on ne vous a pas répondu à toutes ces questions? En tout cas, moi, j'ai posé la question parce que quand je voyais 20 ans, je trouvais ça tellement énorme. C'est l'avenant qui va être signé. Mais nous attendons d'avoir l'avenant signé pour faire une analyse parce que nous sommes dans un groupe qui travaillons avec l'IGF. Mais ce que moi, j'insiste surtout, c'est sur l'argent qui va être donné. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver comme avec l'Agence des grands travaux, à qui on a donné beaucoup d'argent? Ils ont dépensé soi-disant 119 millions pour réhabiliter l'hôpital du Cinquantenaire. Excusez-moi, montrez-moi les 119 millions. Est-ce qu'avec le premier contrat, justement, les résultats étaient vraiment très, très, très visibles sur le terrain? Mais le problème, ce n'est pas eux qui gèrent l'argent. Eux, ils vous donnent l'argent. Et là, c'était donné à l'Agence des grands travaux. Maintenant, à qui ça va être donné, je ne sais pas. Bon, cet argent, il faut avoir vraiment l'œil vif dessus pour qu'ils construisent réellement des routes, que ce ne soit pas surfacturé. Et que l'on ne rencontre pas les problèmes qu'on a rencontrés avec le premier contrat. Voilà. Non, ça, tu ne pourras pas l'avoir. Tu n'auras pas parce que cet argent, il est déjà mis à la disposition du Congo. Donc, tu ne pourras pas... Mais maintenant, c'est ce que le Congo... Qu'est-ce que le Congo va faire avec cet argent? Voilà, donc ce n'est pas le problème maintenant de la SICOMINE, c'est le problème de notre gestion. Quand je vous dis, par exemple, que l'hôpital du Cinquantenaire a été rénové à 119 millions de dollars, mais vous construisez un nouvel hôpital. Mais ça, c'est pas SICOMINE. SICOMINE a mis à disposition l'argent. Ce n'est pas eux qui font les travaux. Mais avec l'IGF, est-ce que vous avez parlé des garde-fous? Vous avez On a parlé de tout ça. Tout ce qui est mis en place ou qui sera mis en place pour la bonne gestion et assurer la traçabilité même des dépenses. Oui, on en a parlé, mais le problème, ce n'est pas l'IGF non plus qui distribue les marchés. L'IGF ne peut que contrôler. Vous comprenez? Donc maintenant, il faudra vraiment avoir des gens... choisir des personnes qui vont vraiment être là et qui vont faire le travail comme il faut. Il faut aussi que toutes ces routes soient mises et un rapport avec le PDS des 145 territoires. Parce que si on favorise l'agriculture, il faut que cette agriculture puisse trouver des voies de sortie pour évacuer la marchandise. Pour évacuer, pour que Kinshasa, parce qu'en fin de compte, la force d'un pays, c'est l'agriculture. Les États-Unis sont la première puissance agricole du monde. La Chine, une des plus grandes puissances agricoles du monde. La Russie, parce que si vous n'arrivez pas à nourrir vos populations, vous ne vous en sortirez pas. Donc, il faut que tout soit mis en cohérence, et les 145 territoires, et les routes qui vont être construites, et sanctionner en cas de mauvaise gestion, mais sanctionner réellement. Madame, si vous devez conclure pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? Je dirais que le président nous a fait des promesses, que nous attendons les changements qu'il nous a promis, et nous verrons les premiers changements quand il nommera son gouvernement. Et ce sera déjà un premier signal pour voir dans quelle direction nous allons. Merci beaucoup, Madame Léonie Kindolo. Je rappelle que vous êtes consultante indépendante, experte en gestion des ressources naturelles et gouvernance. Ça a été un plaisir de vous avoir dans ce studio pour ce numéro du débat au féminin. Nous espérons que ce n'est pas la première et la dernière fois de vous avoir. Nous espérons vous avoir encore prochainement, malgré votre emploi du temps très, 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 très chargé. Merci à toute l'équipe technique qui a rendu possible la réalisation de cette émission. Merci à Isabelle Moengo. Merci surtout à vous, fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo, à vous tous qui nous suivez sur notre chaîne YouTube. Restez branchés au programme de votre radio. N'oubliez pas, l'émission Le débat au féminin passe tous les samedis après le journal de 13h et en rediffusion le dimanche après le journal de 19h. Si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Désignation de Augustin Kabouya comme informateur, dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays, contrat chinois renégocié, débat au féminin, on parle.
ce samedi avec Madame Léonie Kandolo, consultante indépendante, experte en genre, ressources humaines et gouvernance. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.